Alors bonjour. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de participer ailleurs dans le monde. Donc on va chercher à faire un état des lieux, un petit peu des tendances générales de la participation du public dans différents pays. Et puis, on a invité différents collègues à pouvoir nous faire un petit retour sur comment se passait la participation dans différents pays. Et donc, on aura leur enregistrement puisque le décalage horaire faisait qu'ils ne pouvaient pas forcément participer directement. Depuis donc le Cambodge, le Mozambique et puis l'Australie. Hop, alors. Pardon. Alors, les tendances, donc de manière globale, on note quand même une plus grande participation des citoyens, à la fois dans la prise de décision et les politiques publiques, dans l'action locale et puis dans la recherche. Alors, dans la prise de décision et les politiques publiques, le schéma que j'ai mis au milieu à gauche représente le nombre de processus délibératifs par an entre 1986 et 2019. C'est un schéma qui est issu d'un rapport de l'OCDE, donc ça concerne principalement les pays de l'OCDE, mais ça montre quand même une tendance globale croissante à l'utilisation d'outils délibératifs dans l'élaboration des politiques publiques. Alors, quand on parle d'outils délibératifs, on parle là, par exemple, de mini-jurys, de panels citoyens ou d'assemblées citoyennes. Une plus grande participation des citoyens dans l'action locale aussi, donc dans des campagnes de nettoyage de déchets, par exemple, dans des chantiers participatifs. Pour la petite anecdote, la photo qui est au milieu, c'est mon fils qui est en bas à gauche. C'était une campagne de ramassage devant son école, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et puis, une plus grande participation des citoyens dans la recherche également. Donc là, le schéma qui est en haut à droite représente le nombre de publications en sciences participatives depuis entre 1980 et 2015. Il est issu d'un rapport sur les sciences participatives qui avait été produit par François Houlier et Jean-Baptiste Mérilou-Goudard en 2016. Et donc là, à nouveau, il montre depuis 2000 notamment une tendance vraiment croissante aux publications. Alors, c'est représentatif dans une certaine mesure de la recherche participative, mais c'est au moins un indice que, effectivement, ces recherches augmentent. Une plus grande participation des citoyens également dans différents domaines, que ce soit l'éducation, l'environnement, la santé ou autres, à différentes échelles. Et j'ai pris l'exemple juste après de questions un peu globales auxquelles les citoyens sont de plus en plus amenés à participer. Et puis, une participation également souvent facilitée par la digitalisation et par le recours au numérique. Et là, on voit par exemple en bas à droite la photo d'une chasse aux idées qui a été lancée par le gouvernement du Kerala en 2018 dans le but de faire la planification à l'échelle de l'État. Je crois qu'il y a un petit temps de décalage quand je passe les diapositives. Oui, je confirme. Voilà. Alors, on note, donc, je parlais des différentes échelles, on note effectivement une plus grande participation sur des sujets globaux. Donc, on voit là, par exemple, une photo au milieu de la jeune militante environnementale suédoise Greta Thunberg lors d'une manifestation des jeunes pour le climat à Paris en février 2019. Donc, c'est une modalité de participation citoyenne sur un sujet global qui est le changement climatique. Il y a plein d'autres formes de participation citoyenne. En bas à gauche, c'est une plateforme qui s'appelle Civicus, qui est une alliance d'organisations de la société civile et d'activistes qui s'engagent à renforcer l'action citoyenne de la société civile dans le monde entier. Et là, on voit, par exemple, qu'il propose d'imaginer une participation citoyenne dans les instances des Nations Unies.
Et puis une participation citoyenne également dans des arènes globales. Alors à ce titre, je voulais simplement évoquer un rapport qui est très intéressant sur la question, qui est un rapport qui a été réalisé par un expert auprès du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, donc qui est l'image en bas à droite, et qui fait état de la participation des citoyens à la fois dans les institutions multilatérales comme l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, et dans les instances de gouvernance mondiale, donc le G7, le G20, le mouvement des pays non alignés, etc. Donc ça permet de donner une idée de cette participation croissante des citoyens au niveau de ces arènes globales. Alors, au niveau du cadre légal et institutionnel à l'international, il y a un certain nombre d'accords mondiaux qui soutiennent la participation du public, notamment la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques, et j'en passe. Mais une bonne partie de ces accords mentionnent principalement la participation du public. Elles y sont favorables, mais sans forcément détailler de manière très précise la manière dont cette participation doit être faite, à quel moment dans la prise de décision, par quelle modalité. Et donc finalement, l'accord international qui est le plus avancé de ce point de vue est la Convention d'Aarhus, puisqu'elle fixe des normes minimales assez détaillées sur la manière de faire participer les citoyens dans les sujets environnementaux. Donc, elle date de 1998. Après, à côté des accords vraiment purement environnementaux, la participation du public est aussi inclue dans un certain nombre de conventions sur les droits humains. Donc, au niveau de l'Afrique, par exemple, elle est inscrite dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 81. Aux Amériques, elle est inscrite dans le droit à la propriété de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Donc, on voit qu'à une échelle globale, cette participation du public est quand même inscrite dans un certain nombre d'instruments légaux et institutionnels. Alors, au niveau des évolutions dans les différents pays, c'est vrai qu'en préparant ce webinaire, une des premières questions qu'on a envie de se poser, en tout cas que j'ai eu envie de me poser en parlant de participer ailleurs dans le monde, c'est finalement quels sont les pays les plus en avance du point de vue de la participation du public dans le champ environnemental et dans d'autres champs. En réalité, c'est pas très facile de répondre à cette question, dans le sens où il n'existe pas vraiment de suivi global de la participation du public dans différents champs, dans différents pays. Il existe différents rapports, différentes analyses qui, chacune, prennent en compte un certain nombre de critères, un certain nombre de pays, mais elles prennent rarement toutes les mêmes critères, ni les mêmes pays, et quasiment aucune d'entre elles ne compare l'ensemble des pays du monde. Donc, on ne peut pas dire quels sont finalement les pays les plus en avance. Simplement, je voulais mettre en avant ici deux démarches justement d'analyse qui me semblaient intéressantes. La première, c'est ce qui s'appelle le Environmental Democracy Index, donc l'index de démocratie environnementale, qui est une plateforme publique interactive. Hein, vous pouvez aller la voir sur le lien qui est indiqué sur la diapositive, et qui suit les progrès des pays dans l'établissement de lois nationales qui vise à promouvoir la transparence, la responsabilité et l'engagement des citoyens dans les processus décisionnels. Alors, du coup, c'est une plateforme qui est très ancrée système légal et système juridique. Et donc, ce qui est intéressant aussi de voir sur cette plateforme, ce sont notamment les débats qui ont lieu, puisque, comme on peut le voir là sur la carte, alors les couleurs ne ressortent pas bien, mais en réalité, les pays qui sont en gris foncé sont les pays qui sont classés comme très bons en matière de démocratie environnementale.
Et donc, on voit qu'il y a certains pays comme la Russie, notamment, qui ressortent avec un bon indice de démocratie environnementale, et ça fait beaucoup de débats sur la plateforme. Donc, c'est intéressant de voir comment voilà, quelles sont… En tout cas, ça permet de mettre en avant les différentes méthodes, les processus participatifs qui sont utilisés dans ces différents pays. Et puis, une autre analyse, c'est celle que j'ai mentionnée sur la première diapositive, qui est un rapport récent de l'OCDE qui date de 2020 sur la participation citoyenne innovante et les nouvelles institutions démocratiques. Alors, à nouveau, c'est très centré sur les pays de l'OCDE, donc ça n'inclut pas une bonne partie des pays du monde. Mais en tout cas, pour les pays de l'OCDE, c'est une analyse qui est intéressante. Et puis enfin, à souligner pour ces comparaisons un peu globales, le suivi tout simplement de la mise en œuvre de la Convention d'Aarhus, puisque ces grandes conventions internationales font l'objet de rapports de suivi réguliers. Et donc, ça permet de mettre un petit peu en avant où en sont les pays dans la mise en œuvre de cette convention qui est donc la plus avancée en termes de participation du public dans le champ environnemental. Alors, donc là, c'est un portrait, je dirais, très positif de ces grandes tendances vis-à-vis de la participation du public à l'échelle globale. Il y a bien sûr un revers à cette médaille. J'ai cité là un certain nombre d'aspects, il y en a bien d'autres, mais notamment sont mises en avant dans les différentes analyses qui peuvent être faites à la fois par la recherche, par les organismes internationaux ou par des experts. Le fait que souvent, cette participation du public, elle se traduit par une certaine acceptologie ou une acceptocratie. Disons que le fait que la participation du public soit mise en avant à l'échelle internationale fait que ça donne envie aux acteurs, aux pays, à différentes échelles, de mettre en place des démarches participatives, mais pas toujours avec une intention de vraiment prendre en compte ce qui ressort de ces démarches. Et donc, ça peut créer de la frustration, de la méfiance vis-à-vis des porteurs de la démarche. Il y a aussi un certain nombre de démarches participatives qui sont alimentées ou initiées par des protestations ou par des contestations, et donc qui, je dirais, ne viennent pas naturellement, mais viennent plutôt pour résoudre un problème ou pour répondre, en tout cas, à une demande sociale. Un certain nombre de démarches également ne sont pas forcément toujours adaptées au contexte. Elles peuvent être un copier-coller de bonnes pratiques qui sont véhiculées d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Et donc, juste après, notre collègue Raphaël Ducrot prend l'exemple des bonnes pratiques qui sont véhiculées dans le champ de la gestion de l'eau, par exemple. Également, une participation du public, ce n'est pas uniquement une démarche, un process à un endroit et à un moment donné. Ça requiert bien entendu un environnement favorable, global, que ce soit une éducation à l'esprit critique et à la citoyenneté, une société civile active qui représente différentes voix. Donc, c'est donc un ensemble, un contexte qui n'est pas forcément présent partout où des démarches participatives sont mises en œuvre. Et puis, bien sûr, des laissés pour compte, que ce soit en termes à l'échelle nationale. Donc là, j'ai mis en bas à droite une photo des événements récents en Birmanie, mais aussi des laissés pour compte en termes de catégories d'acteurs qui sont souvent exclus de ces arènes participatives. Alors, pour illustrer un petit peu cette question de véhiculation ou transfert de bonnes pratiques sans forcément les adapter au contexte, à un contexte spécifique, donc je vais vous montrer l'exemple de la gestion de l'eau, qui sera mentionné par notre collègue Raphaël Ducrot. Je pense que tu n'as pas activé la fonction vidéo. Oui, pardon. Alors, attendez. Hop.
Bah, c'est pas grave pour la diapositive de Raphaël. Je vais simplement peut-être la passer comme ça. Si vous, est-ce que vous Peut-être que tu peux arrêter ton partage d'écran et remettre ton partage d'écran en recliquant sur les options vidéo, tu sais, tout à l'heure. Oui. Alors, excusez-nous pour ce petit contretemps. Non, c'est vraiment ton partage d'écran qu'il faut arrêter, je pense. Voilà, très bien. Alors, j'ai plus les options, pardon. Bon, c'est pas grave, je vais simplement mettre le son et puis je remettrai la diapositive après. Est-ce que vous entendez? Pour l'instant, on n'a ni l'image ni le son, en fait. Tout à l'heure, ça marchait au moment du test, mais... Je suis navrée. Alors, une seconde, du coup, je vais plutôt... ont été promues. Là, est-ce que ça fonctionne? Ça marche. Au niveau du son, c'est bon. Par contre, il faut... Bah, tant pis, je remettrai la vidéo après. D'accord. Donc, depuis une trentaine d'années, des modèles de gestion de l'eau avec une composante participative ont été promus et disséminés dans différents pays, comme par exemple la gestion par bassin versant ou la gestion communautaire des forages d'eau potable ou la cogestion de l'irrigation. Donc, ces modèles participatifs ont été intégrés dans des politiques publiques nationales, en général réformées sous la pression de bailleurs de fonds ou d'organismes internationaux. Ils ont pu être mis en œuvre localement par le biais d'interventions avec des soutiens extérieurs ou internationaux. On s'est rendu compte que ce mode d'intervention s'accompagne souvent de la mise en œuvre de participation assez standard, comme par exemple la mise en œuvre d'associations d'usagers qui va élire un comité de gestion censé co-gérer des infrastructures avec un gestionnaire étatique et rendre compte aux usagers. Donc, souvent, ce type d'intervention ont mis plus l'accent sur la forme que doit prendre la participation, comme par exemple le nombre de femmes ou le rôle de différents membres dans un comité, ou encore le nombre de réunions, où on va compter le nombre de participants, plus que sur le fond, c'est-à-dire sur effectivement la façon dont les usagers ou les citoyens sont inclus dans les décisions par le biais de ces dispositifs. Donc le résultat, c'est qu'on a souvent des coquilles vides. Avec, au mieux, on a des instances de consultation, mais le plus souvent, ce sont des instances de transmission de l'information de niveau supérieur vers les usagers. On voit que ces comités sont souvent captés par les élites et elles servent dans les faits à contrôler l'accès aux ressources extérieures et en fait à exclure les usagers ou les citoyens des bénéfices possibles des décisions qui pourraient être prises. Et enfin, parfois, donc, ces instances ne sont pas vraiment articulées avec les véritables lieux de pouvoir, lieux de décision et lieux de pouvoir, et donc n'ont pas d'influence réelle dans la décision. Et en fait, tout ceci peut conduire à un certain découragement, méfiance, voire une décrédibilisation de tout cet effort de participation. D'où une montée en puissance de critique sur ce type de façon de faire la participation, et des interrogations sur la façon dont on pourrait faire mieux. Voilà, donc on voit que là, c'était vraiment dans l'idée d'expliquer dans quelle mesure finalement cette participation à l'échelle mondiale, elle est à la fois, je dirais, positive, puisqu'il y a un certain nombre de principes qui sont partagés et de retours d'expérience et d'échanges de pratiques qui sont partagés d'un pays à un autre. Mais on a aussi effectivement un certain nombre d'écueils qui sont On n'a pas ton écran, Emeline, excuse-moi. Alors, je vais repartager maintenant, effectivement. Voilà, le temps de faire la manipulation. Normalement, le reste devrait fonctionner, j'espère. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Benoît, je suis... Donc là, vous entendez?
On entendait jusqu'à que tu cliques sur autre chose et ça a arrêté là, c'est la vidéo là. Parfait. Donc, c'était simplement pour introduire. Donc, maintenant, on a pris 3 exemples de participation dans différents pays. Donc, Jean-Philippe Venot, un collègue de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, va nous présenter l'exemple du Cambodge. Raphaël, qui vient de parler, va nous présenter l'exemple du Mozambique. Et enfin, Pierrick Chalaï, qui est chercheur à l'Université de Canberra, va nous présenter l'exemple de l'Australie. Chercheur géographe à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, à l'UMRGO, et je vais vous dire quelques mots aujourd'hui sur les instances de participation au Cambodge. Donc pour commencer, il semble important de mentionner qu'il y a très peu d'instances politiques de participation et de concertation, mais de nombreuses arènes qui sont mises en place dans le cadre de projets de développement, soit financés par des bailleurs de fonds, soit par des associations et des ONG. Quelques éléments clés pour le Cambodge, mais aussi pour de nombreux autres pays du Sud, c'est de bien avoir conscience du fait que ces instances et ces arènes participatives se mettent en place dans des contextes de fortes asymétries, qu'elles soient de pouvoir, de ressources ou de capacités, et qu'il est important d'identifier ces asymétries avant de concevoir et de mettre en place toute approche participative. À minima pour ne pas renforcer ces asymétries, mais aussi en fonction d'un positionnement personnel, de vouloir les contrebalancer. Ce qui pose sur la base de certains principes, qui peuvent être des principes de justice, de durabilité environnementale, d'équité, mais ce qui pose un questionnement éthique important, notamment du fait du positionnement ambigu d'un facilitateur étranger qui doit quand même être vu dans un contexte de post-colonisation et avec un contexte de développementalisme avec un poids très important d'agences extérieures dont la légitimité se pose. Un autre enjeu important, c'est l'enjeu de la temporalité de l'action participative. Dans le cadre de ces projets de développement, la participation se conçoit souvent sur un temps court, voire au mieux moyen. Donc on parle de quelques années, 1, 2, 3, 5 années, alors que les enjeux d'autonomisation et d'outils qui peuvent être utilisés, notamment ceux que nous on utilisons, restent relativement complexes. Voilà un petit peu pour les différents enjeux que la participation peut poser dans un contexte comme le Cambodge. Je vous remercie. Donc, pardon, pour le Mozambique, je vais devoir faire la même manipulation, je pense, malheureusement. Hop. Je vais partager. Peut-être que ça aurait marché, hein, je ne sais pas. Je suis navrée. Voilà. Un pays qui est fortement marqué par l'expérience socialiste post-indépendance. Il y a eu plus récemment une tentative de décentralisation et de démocratisation de la gouvernance imposée par l'extérieur qui s'est heurtée en fait à une volonté centralisatrice de l'État-parti, du parti au pouvoir, qui contrôle beaucoup de choses. Et donc, dans ce contexte, on remarque que les instances participatives qui ont été mises en place dans le cadre des politiques publiques impulsées par les bailleurs de fonds fonctionnent au mieux comme des instances consultatives. Alors, cependant, il faut voir que l'expérience socialiste, elle a forgé quand même une vraie tradition de prise de parole publique, et on se rend compte que les PV de réunion des comités participatifs institutionnalisés, du moins des PV d'avant 2013-2014, tels que des PV de comités de bassin ou de comités nationaux de gestion de l'eau, mettent en évidence des questionnements, voire des débats assez poussés sur des aspects un peu centraux, cruciaux, et ce, en dépit du contrôle politique de ces instances. Après, le contrôle politique s'est aggravé sur ces dernières années, et cette prise de parole est beaucoup moins nette, enfin, cette mise en débat est beaucoup moins nette sur ces dernières années.
Bon, quoi qu'il arrive, les décisions restent centralisées à d'autres niveaux que les comités dont je parle. Et la plupart, même s'il y a eu des débats et les questions soulevées ont été débattues dans ces instances participatives, il n'y a pas eu de prise en compte dans les décisions de ces débats. Voilà, et on voit que ce sont plus des instances consultatives et maintenant peut-être plus d'ailleurs des instances de transmission de l'information. Alors, pour respecter le temps et ne pas être trop long, je vais passer tout de suite à l'exemple de l'Australie. Alors pour l'Australie, en ce qui concerne la participation citoyenne, on est dans un contexte fédéral, donc avec un État central qui s'appelle le Commonwealth et l'ensemble des États et des territoires, ainsi que des collectivités, l'équivalent des collectivités territoriales, des municipalités. Alors, un peu de contexte général, l'Australie n'est pas signataire de la Convention d'Aarhus qui vise à promouvoir la démocratie environnementale, convention qui avait été signée et élaborée en 1998. Donc, l'Australie n'a pas de régulation, de cadre légal qui accompagne la participation citoyenne. Alors bien sûr, on a un régime juridique qui fait des évaluations d'impact, qui garantit une certaine forme d'accès à la justice environnementale, mais on n'a pas du tout le même cadre contraignant en termes de régulation que ce qu'il peut y avoir dans beaucoup de pays européens, notamment la France. Sachant que le gouvernement actuel en Australie depuis 2013, mais aussi le gouvernement avant 2007, n'avait que très peu d'intérêt pour à la fois les questions environnementales et les questions démocratiques. L'échelle fédérale n'est pas forcément le meilleur niveau pour regarder si on a de l'innovation en termes de participation citoyenne. Par contre, quand on regarde à l'échelle des États, des territoires, des municipalités, il y a énormément d'initiatives en Australie. Par contre, il n'y a pas vraiment de cadre légal, ce sont surtout des politiques incitatives. On a par exemple l'État du Victoria qui a établi un instrument financier qui permet de récompenser en quelque sorte les municipalités qui créent de la participation citoyenne. Donc on a quand même une expérimentation assez riche en Australie, et donc on voit dans certaines études comparatives, ici il y a une carte et un graphe qui montrent qu'on a beaucoup d'expérimentations citoyennes, délibératives ou participatives en Australie, largement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Donc on a beaucoup d'outils qui sont utilisés, que ce soit des jurys citoyens, que ce soit des conférences de consensus, que ce soit des scrutins délibératifs ou des budgets établis par des consultations citoyennes. Alors en termes de hiérarchie, on va dire, ou d'importance des différents secteurs, ce qu'on trouve le plus fréquemment en termes de participation citoyenne, ce sont sur les questions de la santé, en particulier les questions d'infrastructure, les questions de stratégie gouvernementale générale, la plupart du temps à l'échelle des États, mais aussi à l'échelle d'une ville, qui s'accompagne parfois de budgets participatifs. Les questions bien sûr d'aménagement du territoire, d'infrastructure et d'environnement, et la question de la gouvernance des bassins versants, avec notamment le bassin de la Murray-Darling. Alors il y a beaucoup d'exemples, donc c'est difficile de savoir lesquels sont les plus représentatifs. Il y en a un qui est assez intéressant, peut-être en termes d'impact, c'est le Melbourne People Panel. Donc 43 citoyens tirés au sort
qui donnaient leur avis sur le budget de la ville de Melbourne sur 10 ans. Alors c'est le plus gros budget jamais établi dans un cadre participatif ou délibératif à l'échelle d'une ville. Donc on a plus de 400 millions d'euros qui ont été directement versés par ce mécanisme participatif. Dans d'autres domaines, on a l'exemple de la Yarra Valley Water Citizens Jury. Donc, c'est un jury citoyen composé de 35 personnes qui avait pour recommandation principale de travailler avec la société publique-privée Yarra Valley Water pour faire des recommandations sur le prix de l'eau par rapport à l'ensemble des services rendus par cette société. Donc c'était un exemple unique, mais qui a permis quand même de montrer que, en tout cas, la compétence citoyenne pour juger du prix de l'eau dans un contexte, bon, on est dans une entreprise publique-privée, hein, donc dans un contexte de marché semi-régulé en quelque sorte, a prouvé que les citoyens avaient une expertise dans le domaine. Un autre exemple qui cette fois-ci est intéressant parce que il a lieu tous les ans, donc c'est dans la vallée de Goulburn, qui est à mi-chemin entre Canberra et Sydney. Donc c'est un jury citoyen composé de 40 citoyens tirés au sort qui se rencontrent une fois par an pour faire une évaluation de la performance de l'ensemble de la gestion à la fois des prix, mais aussi de la qualité des services qui sont établis par l'agence de l'eau locale. Voilà, je vais passer directement à la conclusion et ôter le dernier exemple pour laisser un temps de discussion. Je m'excuse pour le retard. Nils, je te laisse la parole pour conclure. Merci, Emeline. Donc bon, évidemment, c'est impossible en 45 minutes, même en débordant un peu, de faire un panel complet d'une situation internationale qu'on est incapable de présenter pour le cas français en 14 sessions déjà. Donc, simplement quelques explorations. Évidemment, des contextes très, très différents entre une situation qu'on va rencontrer dans des pays dits en développement, ou etc., avec les problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure par Jean-Philippe Venot sur les situations post-coloniales, etc. Et puis les situations de développement avec des cadres de gouvernance différents comme l'Australie, etc., ou les États-Unis, etc. Bon. Très clairement, l'enjeu des TIC est majeur à l'échelle internationale, sans parler même du contexte Covid, hein, qui est central, avec de façon sous-jacente le lien qui existe de façon croissante entre la socialisation numérique et les questions de participation, et le fait qu'il y a une transformation qui n'est pas simplement propre à la participation, mais qui est dans la façon dont on a une relation à l'information, avec ses bons et ses mauvais côtés, bien entendu. Et le point complémentaire, c'est de regarder effectivement la façon dont la transposition des approches et des mesures ou des méthodes se fait. On pense en particulier à des questions qui peuvent se poser à l'intérieur des pays dans des contextes, par exemple, avec une diversité culturelle plus marquée peut-être que dans nos pays, voire des oppositions ethniques assez conséquentes. Mais aussi, un des enjeux qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais on ne pouvait pas le faire, c'était sur les problématiques de participation transfrontalière, où on peut avoir vraiment des problèmes majeurs, mais des gros enjeux aussi sur les formes de participation, y compris dans des contextes multilinguistiques, dans ces cadres-là. Alors, c'est clair que les organisations internationales ont un rôle important à jouer, ainsi que les grandes associations ou ONG qui sont très actives finalement dans ces domaines-là, à la fois opérationnellement, mais aussi en termes de méthodologie. Voilà. Désolé pour le timing, vous avez vu qu'au niveau technique, il fallait gérer les différentes interventions et Emeline a dû jongler avec tout ça. Donc on a quelques minutes pour des questions. Alors, comme on est assez peu nombreux aujourd'hui, vous pouvez éventuellement allumer votre micro pour poser vos questions, sinon vous les posez dans le chat. Alors, il se trouve que Emeline et moi connaissons un petit peu l'Australie quand même, parce qu'on y a tous les deux
travailler. Donc, on va pouvoir répondre à quelques questions sur l'Australie, dont celle de Thierry Merle pour commencer, qui fait référence, pas vraiment une question, il fait référence à la place croissante des populations aborigènes dans les instances politiques et scientifiques avec des enjeux de rééquilibrage de logique. Tu veux dire 2 mots là-dessus, Emeline ? Alors, pardon, j'étais en train de regarder les autres questions, donc je te laisse si tu veux plus. Oui, bien sûr. Donc, essentiellement, cette question-là, je trouve qu'on a eu, Emeline et moi, on a travaillé précisément avec des leaders aborigènes sur les questions de participation communautaire sur la gestion des ressources naturelles. Bon, c'est clair qu'il y a une transformation institutionnelle progressive en Australie, qui est variable selon les États, puisque, comme ça a été dit, c'est un système fédéral avec une logique au niveau du fédéralisme et aussi une logique intra-étatique. Ce qui est important, et c'est un cas très, très intéressant de confrontation entre vraiment des régimes culturels extrêmement contrastés, entre les logiques traditionnelles intracommunautaires des groupes aborigènes avec un régime de droit particulier, et puis évidemment la logique, disons, australienne, coloniale, post-coloniale, classique. Ce qui est sous-jacent, c'est la relation au long terme, la relation aussi à la parole. C'est des choses qu'on va retrouver dans les travaux qu'on fait aussi en Nouvelle-Calédonie, dont on a déjà parlé dans ces webinaires, sur la façon dont la parole intervient dans l'engagement, les enjeux liés à la contractualisation, à l'institutionnalisation, indépendamment évidemment de toutes les problématiques politiques et d'asymétrie qui ont été évoquées par Jean-Philippe Venot sur des dispositifs qui sont perçus comme oppressifs. Alors, Et par ailleurs, oui, pardon, pour compléter, Pierrick précisait qu'il existe en Australie un cadre légal spécifique pour les projets qui impactent les droits du sol des populations aborigènes, où pour ces projets, la participation citoyenne est obligatoire. Et il faut notamment, le cadre légal précise qu'il faut avoir l'aval des anciens, mais qu'en termes de mise en œuvre, ce n'est pas toujours évident et que donc ce n'est pas forcément toujours fait. On a une question d'Antoine Verochovski sur les enseignements qu'on peut tirer des expériences étrangères pour la France. Emeline, tu veux commencer ? Alors, je dirais que c'est toute la question qu'on cherchait un petit peu à aborder dans l'introduction, hein, finalement, de trouver quel est le juste milieu entre les analyses qu'on peut faire et les leçons qu'on peut tirer à l'échelle internationale, et puis les pratiques un petit peu à l'échelle plus locale, d'adaptation à chaque contexte. Alors, je pense que de manière générale, la France est quand même relativement avancée, que ce soit d'un point de vue juridique ou même d'un point de vue des pratiques en termes de participation citoyenne comparée à d'autres pays, notamment la directive sur le dialogue environnemental de 2018 qui promeut une participation citoyenne en amont des projets est quand même assez unique. Mais néanmoins, pour moi, voilà, en termes d'expérience à l'international, je pense que ce qui est intéressant, finalement, c'est un petit peu de regarder ce foisonnement de pratiques, ce foisonnement d'outils et de méthodes. Il existe des milliers de méthodes participatives et je pense qu'on en invente tous les jours. Donc, on peut en retirer quelque chose de ce point de vue-là. En termes d'expérience spécifique, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder en termes de cibles, en termes de communication. Moi, je travaille actuellement en Tunisie, donc les démarches participatives n'ont rien à voir, je dirais, avec la France où je travaillais ces dernières années, ne serait-ce qu'en termes de mobilisation du public. On voit en France, par exemple, que le fait qu'il y ait beaucoup de sollicitations aussi sur différents domaines fait qu'on a du mal parfois à mobiliser les citoyens, alors qu'ici, comme la démocratie est relativement naissante, je dirais,
En Tunisie, la moindre sollicitation fait venir plusieurs centaines de personnes. Donc, c'est vrai que voilà, c'est toutes ces spécificités qui sont intéressantes. Je compléterais par rapport à la notion d'expérience étrangère sur le simple fait que on est dans des dispositifs dont la transposabilité est de toute façon compliquée par les effets à la fois historiques et culturels. On travaille toujours dans la lignée 2. Et après, bon, on peut toujours, par exemple, rêver sur les votations suisses, mais l'ensemble du système social permet d'avoir une préinstruction préalable aux votations en Suisse, par exemple, dont la transposabilité est très, très difficile, serait très difficile en France, indépendamment de la culture de fond. Donc, le travail institutionnel, l'éducation nécessaire, par exemple, si on voulait transposer l'ensemble de ce qui est fait là-bas, est relativement important. Il y a énormément d'éléments où en France, on est aussi en retard. Émile a raison, il y a des contextes et des cadres institutionnels, on a des choses intéressantes, puis on est très en retard sur d'autres choses. Je pense qu'on est très en retard en particulier sur le respect par l'État lui-même d'un certain nombre de règles. Et ce n'est pas le cas pour d'autres pays qui ont finalement un renforcement de l'exercice du droit. Finalement, c'est un problème d'état de droit à la fin. Et ça, c'est important. Après, un dernier point qui est quand même intéressant, c'est ce qu'on va trouver dans l'inversion des régimes post-coloniaux où on va supposément aider des pays en développement, etc. En fait, il y a aussi des dispositifs délibératifs qui existent dans des pays où la parole joue un rôle et où les modalités d'impact de la parole sur l'action publique jouent un rôle dont la transposition serait importante pour nous. Mais c'est aussi des dispositifs et des pays qui sont souvent très patriarcaux et relativement asymétriques dans les systèmes familiaux et ethniques, et donc cette transposition-là poserait problème. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Et Gisèle Parfait demande si notre bilan global est assez mitigé. Alors, c'est difficile de faire une réponse vraiment globale elle-même. Il y a tellement de choses différentes par rapport à ça. En tout cas, il est évident que le travail, l'internationalisation du travail sur la participation est fondamentale. Malgré les réserves qu'on a émises, il y a énormément de transferts dans ces contextes-là. Et puis, il y a aussi un enjeu très fort qui est de la généralisation de la chose. Émile a parlé de la Convention d'Aarhus. Il y a besoin d'une globalisation finalement de la participation. Donc ça, c'est un peu normatif quand je le dis maintenant, par rapport au repositionnement des enjeux du long terme. Et évidemment, il y a toute une question dans un contexte, disons, de libéralisme économique renforcé, de l'émergence d'un contre-pouvoir citoyen face à des lobbies économiques qui ont effectivement occupé et qui savent occuper des places prépondérantes proches des pouvoirs installés. Et ça, c'est une question difficile. Tu veux compléter, Gisèle ? Oui, non, d'abord, ça fait du bien de se voir comme on n'est pas très nombreux. Et ensuite, non, il reste combien de sessions, Nils ? Comment ? Il reste combien de sessions, là ? Une formellement. Après, on a une reprogrammation qui est prévue sur la base des… D'accord. Non, c'est juste parce que comme on arrive à ce stade-là, je n'ai pas du tout suivi, excusez-moi, mais… et qu'Emeline a fait quand même un petit panorama de ce qui se passait dans le monde, je me demandais, je complète un peu ma question de tout à l'heure. Tu vois, par exemple, la dernière fois, il y avait la personne qui parlait des consultations, tu sais, de mairie, là, comment on appelle ça, les enquêtes publiques, qui ont des succès quand même plus ou moins forts. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une réclamation forte de participation et en même temps, un désintérêt relatif des citoyens pour s'impliquer dans ce genre de choses. D'où ma question d'ailleurs, si vous trouviez le bilan mitigé, ou en tout cas qui s'avère comme ça, est-ce qu'il y a d'autres formes de prise en compte d'un avis qui ne serait pas pris en compte dans le processus de conception des politiques ou des décisions, et qui permettrait quand même d'en tenir compte et de, disons, on va dire, raisonner plus intelligemment, hein, c'est-à-dire de façon plus ouverte. Voilà. Est-ce que ces alternatives, on en est à cette époque-là, ou est-ce qu'on en a encore? Il y a eu tel fait que vous parliez de la Convention d'Aarhus, nous on en a beaucoup parlé au moment de l'ANEMA, mais franchement, on est très très loin du compte. L'obligation de mise à disposition des données aussi, on est très loin du compte. Sauf que quand le dispositif s'y prête, ça se fait. Donc voilà, je voulais juste vous demander, vous qui êtes vraiment avoir vu. Alors,
Je suis désolé, Gisèle, j'avais répondu dans le cadre de ce webinaire sur la question internationale. Et je comprends dans ta reformulation maintenant que tu as transposé et que tu posais une question beaucoup plus spécifique et globale sur l'ensemble, non, beaucoup plus globale, pardon, spécifique global ne veut rien dire, sur l'ensemble des questions de participation. Ça, par contre, on fera probablement un dialogue final avec les participants auquel on invitera les participants. Ce n'est pas pour ne pas répondre maintenant. Mais évidemment, il y a énormément de choses aussi à dire. Au cours des 14 webinaires, on a essayé d'amener des éléments sur… il y a certainement, et on l'a dit, des éléments dans la procéduralisation, c'est-à-dire il faut faire participer les gens à la conception du processus participatif pour qu'ils soient légitimés. Il faut travailler sur la reconnaissance de la capacité à formaliser des problèmes complexes. Il faut travailler sur des enjeux de planification. Il faut construire les règles d'engagement mutuel des parties dans des contextes verticaux, etc. Il y a plein de choses. Et ça, il y a des éléments. Mais ça n'est pas spécifique à l'international. On est sur effectivement des enjeux que nous, on cherche à transposer dans l'international. Émilie disait qu'elle travaille en Tunisie. On a des projets dans un certain nombre de pays. On n'est pas du tout les seuls. Il y a énormément de monde au niveau mondial qui portent. Et il y a des pistes. Notre avis, il est mitigé là, plutôt sur le fait de la transposabilité de tout ce qui se fait à l'international, parce que c'est une diversité de contextes extrêmement importante. Émilie, tu veux compléter ? Oui, simplement pour dire que on est néanmoins extrêmement enthousiaste. Je dirais que toutes les tendances qu'on décrivait au début, pour moi, tout ça va dans le bon sens. Voilà, j'ai pas parlé de gouvernement ouvert, etc. Mais disons qu'une plus grande transparence, une plus grande implication des citoyens de manière générale, pour moi, c'est une excellente chose. On voulait aussi mettre le revers de la médaille, effectivement, parce que on ne veut pas dépeindre une image trop rose, alors qu'effectivement, dans les faits, la participation, ça reste compliqué, difficile. Parfois, c'est porté à bout de bras par une ou deux personnes sur un territoire qui sont extrêmement motivées. Tout ça, c'est des réalités et donc, on avait envie de décrire cette image-là. Mais néanmoins, je pense que les choses vont dans le bon sens, y compris à l'échelle globale. Dernière question. Il y avait une question sur les questions de sciences participatives, etc. Donc, on l'a bien rappelé dès le départ. J'ai répondu à la question, à la définition précise. Ouais. D'accord. Nous ne sommes pas des spécialistes en tant que tels des sciences participatives. On n'est spécialiste que d'une chose dans ce domaine-là, c'est des sciences participatives de la participation, sachant que la plupart des sciences participatives sont des sciences participatives qui portent plutôt sur les systèmes environnementaux ou techniques. Dans notre cas, on fait des sciences participatives de la participation et on s'intéresse beaucoup plus, comme on l'a dit dans le premier webinaire, à ce qui s'appelle la participation décisionnelle, c'est-à-dire la façon dont la participation intervient dans la prise de décision à l'interface des différents acteurs. Voilà. Et la question de la sollicitation, finalement, la question d'Antoine sur la sursollicitation, pour moi, la question n'est pas la sursollicitation. Très franchement, je vous donne mon avis. Moi, la question, elle est dans le respect du contrat participatif et du contrat sociopolitique, c'est-à-dire le fait qu'on peut effectivement une sollicitation importante et il y aurait des engagements beaucoup plus forts si les modalités de respect, à la fois dans le cadre de la procédure et des finalités, soient extrêmement claires et conclusive. On le voit d'ailleurs très bien dans le succès des systèmes de budget participatif, puisque globalement, l'ensemble des territoires à différentes échelles, depuis la commune jusqu'à des régions qui ont des budgets participatifs, ils rencontrent des taux de participation élevés. Si on prend le cas de l'Occitanie, la dernière session de budget participatif, indépendamment des soumissions de projets, il y a eu 130 000 contributions par rapport au vote sur les options. Donc, on est dans des dispositifs dont on sait qu'à la fin, il y a vraiment quelque chose, que les règles du jeu sont claires, et dans ce cas-là, ça marche. Et les gens, ils vont répondre dans l'année. Il y a 3 sessions de budget participatif différents sur des thématiques différentes, et ils vont venir répondre. Donc, c'est fondamental de se respecter mutuellement, respecter les citoyens dans le schéma de décision, et que les citoyens aussi respectent évidemment les institutions représentatives. Et ça se construit. On s'arrête là ? Merci beaucoup.
Merci. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours. Pour le dernier webinaire. Tu peux nous rappeler le sujet? Je peux vous rappeler le sujet du dernier webinaire. Donc, c'est un webinaire qu'on avait prévu au début. Alors, il y aura probablement des sessions complémentaires à mettre en place, mais ça sera sur la question de la formation, en fait, formation, former par et former sur la participation. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup avec Émine et les autres collègues de l'unité, en lien avec cette question fondamentale qui est de savoir faire participer. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.